Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick Mbeko. Je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits en Afrique et mon champ d'expertise est la région des Grands Lacs à laquelle j'ai consacré quelques ouvrages de référence. Alors, j'avais promis de faire une analyse sur la déclaration de principe qui a été signée par la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Déclaration de principe qui a suscité beaucoup de réactions et j'en ai d'ailleurs parlé sur mes différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Twitter. Alors aujourd'hui, au lieu de faire cette analyse, puisque j'en ai déjà parlé, je veux me limiter à relever quelques limites dans la réflexion qui a été celle du gouvernement congolais avant d'amorcer la phase de discussion avec les États-Unis pour leur proposer, en tout cas, pour proposer aux Américains le fameux partenariat stratégique sur les minerais critiques congolais en échange de soutien diplomatique et militaire des États-Unis. Et donc, de mon point de vue, je pense qu'il y a eu une erreur au niveau de la réflexion stratégique. En fait, j'ai même l'impression qu'il n'y en a pas eu. Pourquoi je le dis c'est que quand on lit la déclaration de principe, on s'aperçoit très rapidement que ce sont les demandes du Rwanda qui ont été beaucoup reprises et que du côté congolais, il n'y a pas vraiment grand-chose. En réalité, cette déclaration de principe fait la part belle au Rwanda. Et cela peut se comprendre dans la mesure où le gouvernement congolais n'a pas anticipé ce qui pourrait arriver. Alors, pourquoi j'ai parlé tantôt d'erreur de jugement ou même il n'y a pas eu de réflexion en amont sur ce partenariat, en tout cas cette proposition de partenariat, tout simplement parce que quand j'ai lu la déclaration de principe, je me suis aperçu que du côté congolais, on ne s'attendait sûrement pas à une présence rwandaise sur la table des discussions, parce qu'au fond, c'est le Congo qui a proposé ce partenariat aux États-Unis, à la grande surprise de tous, je crois même des autorités congolaises. On a vu le Rwanda se retrouver à la table des négociations. Comme on dit en lingala, voisin kosa nini na kop na biso. C'est vraiment ça qui s'est passé. Alors, pourquoi ça? Tout simplement parce que du côté congolais, on ne s'est pas posé les questions de base de mon point de vue. On aurait dû déjà se poser la question de savoir ce qu'il est utile de faire un deal sur les minerais stratégiques en échange de soutien diplomatique et militaire des États-Unis. Est-ce que c'était essentiel? Est-ce que on a un problème de sécurité et de défense qui mérite une implication directe de l'armée américaine? Est-ce que on a cherché à comprendre la doctrine des États-Unis en matière de politique étrangère sous l'administration Trump? Est-ce qu'on a cherché à comprendre ce que l'administration Trump pense de l'Afrique en général et du Congo en particulier? Ce sont des questions que nous aurions dû nous poser, en tout cas au niveau de la RDC, avant d'amorcer une quelconque discussion ou proposition avec les États-Unis sur les minerais critiques. Et on le voit bien puisque aujourd'hui, le Congo a proposé aux États-Unis de discuter des minerais critiques congolais en échange de la sécurité et de la défense. Et on voit tout d'un coup le Rwanda qui se retrouve à la table des discussions. Alors tout Congolais censé peut se poser la question de savoir que vient faire le Rwanda dans une discussion censée ne se limiter essentiellement qu'à la RDC et aux États-Unis. C'est la première question qu'on devrait se poser. Alors, poser la question, c'est y répondre. Premièrement, je pense que le Congo n'a pas évalué ce que pensent les États-Unis de tout ça. Nous sommes partis, en tout cas les gens qui sont autour de Félix Tshisekedi lui-même, est sûrement parti du fait que si on propose des minerais aux États-Unis, ils vont vite sauter sur la proposition, ils vont oublier le Rwanda. C'est vraiment faire une très mauvaise lecture de la situation puisque les États-Unis sont un allié important du Rwanda, surtout en matière de sécurité et de défense. Et justement, on a vu au lendemain de la signature de la déclaration de principe, on a vu le ministre rwandais des Affaires étrangères, M. Olivier Nduhungirehe, rencontrer des responsables américains dans le cadre d'une discussion de très haut niveau sur les relations bilatérales en matière stratégique. Et on a vu aujourd'hui le président Kagame annoncer sur sa page Twitter une rencontre avec les responsables de certaines compagnies minières américaines. Donc c'est dire que le Congo est en train de se faire avoir dans cette histoire. Alors, pour moi, il y a eu un problème de diagnostic en réalité. Et puisque le diagnostic a été mauvais, a été mal posé, tout ce qui s'ensuit devient problématique. Et donc, voyez-vous, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, le Congo a demandé aux États-Unis de le soutenir en matière de sécurité et de défense.
En retour, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître un personnage sulfureux qui s'appelle Eric Prince, qui est le patron de la compagnie Blackwater, qui a changé de nom en réalité, puisque quand j'ai parlé de Blackwater, beaucoup de gens ont repris cette histoire de Blackwater, ignorant peut-être que Blackwater n'existe plus. En fait, c'est une compagnie qui a changé de nom et qui opère dans plusieurs régions, y compris d'ailleurs sur le continent africain. Alors, pourquoi les États-Unis font appel à Blackwater? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas assurer la sécurité et la défense de la RDC. Ce genre d'histoire, ce genre de dossier, on le traite au niveau des ministères de la Défense. Vous signez un accord de défense ou un accord de partenariat stratégique qui inclut les questions de sécurité et de défense. Mais vous ne pouvez pas aller vous vendre plus au front, en tout cas aux Américains, en disant tout simplement qu'on va vous donner nos minerais en échange des investissements, mais en pariant sur le fait que ces investissements vont amener une certaine sécurité. Non. L'histoire du Congo, justement, nous montre que le pillage le plus important a été réalisé pendant la guerre. C'est pendant la deuxième guerre du Congo, en tout cas, à partir de 90 jusqu'en 2003-2004, on a vu une présence massive des compagnies minières occidentales à l'est de la RDC en pleine guerre. Donc la guerre n'est pas un problème pour les compagnies minières. Tout dépend de la doctrine que celles-ci développent. Et parce qu'à l'époque aussi, il faut le rappeler, on n'avait pas des grandes entreprises, on avait ce qu'on appelait des compagnies juniors qui agissent comme des poissons pilotes pour des grosses compagnies. Il n'en demeure pas moins qu'elles étaient là, qu'elles ont fait beaucoup d'argent pour les comptes de grandes puissances, de certaines grandes puissances. Et c'est la raison pour lesquelles, justement, les États-Unis, la Grande-Bretagne et même l'Allemagne et le Canada, je crois, à l'époque, avaient tout fait pour que le contenu de certains rapports des Nations Unies sur le piège du Congo soit revu ou corrigé d'une certaine manière. Il y a même des noms de certaines firmes qui ont été retirées de certains de ces rapports-là. Donc, c'est dire que ce n'est pas l'instabilité qui pose problème. Les États-Unis ont fait beaucoup d'argent en Irak en pleine guerre, justement parce qu'à l'époque, on avait déployé des gens comme Eric Prince et la compagnie Blackwater qui étaient là pour combattre des groupes insurgés, notamment celui de Moqtada al-Sadr, pour ceux qui ont suivi les événements à l'époque. Donc ce n'est pas l'instabilité le problème. En réalité, c'est la géopolitique du désordre qui peut parfois attirer ce genre de compagnie. Et donc, dans le cas du Congo, le gouvernement a parié sur le fait que la présence des compagnies minières américaines pourra ramener la paix. C'est un mauvais calcul. Ça peut réussir, bien entendu, mais c'est un mauvais calcul parce que les Américains n'évaluent pas leur rapport à la RDC en fonction simplement de la présence des ressources naturelles, mais aussi de la gouvernance, d'un certain nombre de facteurs, y compris la question de la gouvernance. Et ça m'amène à tordre le cou à une idée reçue du côté congolais sur les matières premières, notamment sur les minerais stratégiques. Oui, on accuse souvent le Rwanda d'exporter illégalement, d'être l'exportateur des minerais qui ne se retrouvent pas dans leur sous-sol. C'est vrai. Mais la question est aujourd'hui de savoir pourquoi le Rwanda est choisi par les entités étrangères, notamment occidentales, dans l'exportation des minerais congolais. C'est la question que nous devons nous poser. Et je pense que du côté congolais, on s'est dit, bon, le Rwanda participe au pillage, on va appeler les Américains pour nous aider. Ça ne marche pas comme ça. C'est une très mauvaise lecture de la situation. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, le Rwanda, oui, avec le M23, oui, il y a un pillage de ressources naturelles. Mais avant le M23, le Rwanda ne pillait pas les ressources naturelles. Le Rwanda profite de l'exploitation illicite de ressources naturelles congolaises et de la contrebande de ressources naturelles. Et cette contrebande se fait avec la complicité des Congolais. C'est très important de le savoir. Je rappelle d'ailleurs que Félix Tshisekedi avait offert au Rwanda de raffiner l'or qui provenait de chez nous. Quand Félix Tshisekedi s'entendait très bien avec Kagame, nos minerais sortaient du Congo pour se retrouver au Rwanda de manière illicite. Et cela a été documenté justement dans le rapport, par exemple, de Global Witness de 2022. Que dit Global Witness justement? Elle dit que 90% de coltan exporté par le Rwanda provient de la RDC. Mais ce coltan ne se retrouve pas par hasard ou par magie au Rwanda. C'est parce qu'il y a des gens du côté congolais, y compris des entités gouvernementales, qui participent à cette exploitation illicite et cette contrebande de ressources naturelles qui se retrouvent du côté du Rwanda avant d'être exportées justement aux Émirats Arabes Unis, en Occident ou en Asie. Donc nous sommes co-responsables du pillage, entre guillemets, des ressources naturelles de notre pays par le Rwanda. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire. Bon, justement, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Il y a une lecture très simpliste de la réalité. En fait, il faut comprendre ceci par rapport à la question de ressources naturelles et du pillage. La première et la deuxième guerre
Et avec la première et la deuxième guerre, on a eu un véritable piège en règle. Jusqu'en 2004-2005. De 2005 jusqu'en 2008, on n'avait vraiment pas de pillage. C'était maintenant, le système de pillage s'était métamorphosé pour devenir un système d'exploitation illicite de ressources naturelles et de contrebande. Et après, on a vu ça, on a eu un pillage avec le M23, puis il y a eu encore ce système de contrebande et d'exploitation illicite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a assisté à des pillages systématiques de ressources congolaises pendant les conflits de haute intensité, comme celui qu'on observe avec le M23 aujourd'hui. Donc c'était comme ça avec le RCD Goma, avec le CNDP, avec le M23 première version, et puis avec le M23 deuxième version. Mais entre ces conflits-là, il y a eu des périodes d'accalmie, en tout cas, ou de conflits de basse intensité avec des groupes armés qui favorisaient l'exploitation illicite de ressources naturelles et la contrebande avec le Rwanda et l'Ouganda. Et dans cette exploitation illicite, dans cette contrebande, le Congo a joué un rôle. Les acteurs congolais ont joué un rôle, y compris des gens dans le gouvernement de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Donc, lorsque nous proposons aux Américains de venir nous aider parce que le Rwanda nous pille, les Américains savent très bien que c'est beaucoup plus complexe que ce que explique le gouvernement congolais. Donc, ils se disent, écoutez, la gouvernance du côté rwandais est beaucoup plus crédible que du côté congolais. On préfère traiter directement avec le Rwanda, mais en s'associant avec la RDC qui est le pays producteur de richesses. Donc, d'une certaine manière, ce que moi, je crois, j'observe, c'est que dans cette histoire de discussion avec les États-Unis et le Rwanda, je pense que les Américains, justement, ont réuni le Rwanda et la RDC parce qu'ils n'ont pas beaucoup confiance en la RDC. Tant aussi longtemps que le climat des affaires en RDC ne sera pas assez, tant que la gouvernance sera problématique, les Américains vont préférer traiter avec un pays qui, à leurs yeux, a une gouvernance respectable ou acceptable. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des négociants miniers du côté congolais traversent la frontière pour aller du côté rwandais. Et puisque je vous parle de contrebande, je vais vous citer justement un extrait du rapport de Global Witness de 2022 pour comprendre ce qui se passe dans le secteur minier. Voici l'extrait du rapport. Selon les données publiées par l'ONU, les minerais passés en contrebande par les mineurs de SMB, c'est un groupe d'exploitants miniers du côté congolais, dans la concession voisine de Sakima seraient par la suite introduits illégalement dans la chaîne d'approvisionnement d'ITSCC. C'est eux qui s'occupent de la traçabilité, en tout cas des minerais qui quittent la RDC. Et donc eux disent ici qu'il y a un problème de contrebande qui est favorisé par des gens du côté congolais. Je continue. Et ça, c'est très important. Je veux juste sauter cette partie. Rien qu'en 2020, des agents de l'État congolais, auraient introduit frauduleusement des centaines de tonnes de coltan provenant de la concession de SMB dans les chaînes d'approvisionnement d'ITSCI. Compte tenu de son ampleur, la différence frappante des niveaux de production attribués à Sakima aurait forcément dû mettre la puce à l'oreille des autorités. On parle des autorités congolaises. Dans le même rapport, on dit ceci. D'après nos sources, c'est Global Witness qui le dit, les minerais blanchis par Sakima. Sakima, c'est une compagnie de l'État congolais dans laquelle on retrouve quelques intérêts étrangers. Global Witness dit ceci à propos de Sakima. D'après nos sources, les minerais blanchis par Sakima et étiquetés par l'ITSCI passent ensuite entre les mains de deux plus grands exportateurs de coltan dans le Nord Kivu, également membres de ce processus de traçage-là et tout ça. Donc, ça vous donne une idée de ce que j'appelle la contrebande des ressources naturelles congolaises. Donc, les responsabilités ne sont pas seulement du côté rwandais, il y en a du côté congolais. Et donc, l'erreur du côté congolais, c'est de penser que il suffit de dire aux Américains, venez prendre nos minerais en échange de la sécurité, ils vont l'accepter. Non. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, les États-Unis vont sûrement faire appel à Eric Prince, on va discuter sûrement avec le Rwanda, et au final, le Congo va se faire avoir. Donc, nous avons fait appel aux États-Unis pour nous aider à nous débarrasser du Rwanda, et les mêmes Américains font appel au même Rwanda pour trouver des solutions aux problèmes que le Rwanda a causés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu un très mauvais diagnostic du côté congolais. L'appréciation de la problématique congolaise a été calamiteuse, et cela nous cause aujourd'hui des problèmes, ça cause des problèmes à la RDC. J'attends de voir à quoi ressemblera le protocole d'accord qui va être signé, mais à l'allure où vont les choses, je crois comprendre que le Congo sortira perdant de tout ça parce que de toute façon, la stratégie du Rwanda n'est pas de faire éternellement la guerre. La guerre, dixit
Clause 8, c'est une autre manière de faire de la politique. La guerre n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est ce qui sera décidé dans le protocole d'accord que vont signer la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais monsieur Mbeko, il y a des gens qui meurent tous les jours. Oui, je le comprends. Mais pour Kagame, la guerre n'est pas éternelle. Kagame a des objectifs, a des ambitions territoriales. Il veut une partie du Kivu. Il veut au moins étendre sa zone d'influence dans cette partie, continuer à profiter de ressources naturelles congolaises. Et à l'allure où vont les choses, il risque en tout cas, de gagner son pari et d'atteindre ses objectifs. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de clairvoyance géopolitique et stratégique flagrant au sommet de l'État congolais. Donc voilà. Bonne soirée à tout un chacun.